avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, chaque lieu a une âme et chaque âme un lieu où elle respire un peu mieux. Depuis toujours, les civilisations ont su que l'espace n'est pas neutre, il agit, il façonne, il influence, il peut même apaiser, ou au contraire oppresser, stimuler ou éteindre les volontés. L'architecture, c'est aussi construire, c'est aussi une science subtile du vivant. Les Chinois ont parlé de Feng Shui, les Marocains ont inventé la cour intérieure, les Indiges la fraîcheur du patio, ces formes qui protègent du tumulte et invitent au recueillement. Et aujourd'hui, les neurosciences redécouvrent ce que les traditions savaient déjà. Notre cerveau dialogue avec ces espaces. Nous en parlons de 10h à midi et vous pouvez nous joindre si vous avez des avis au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec nos deux invités ici présents, nous sommes avec Méline Hello, qui est déjà de compétences plus et qui est business coach, et nous sommes avec Mehdi Saoudi Hassani, ou Hassani Saoudi. Non, Saoudi Hassani. Bah, c'est dans l'ordre. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Hello Badr, comment tu vas? Oui, bon, je me dois à quelques précisions. On n'a pas de lien de famille avec notre invité. Manifestement, on va faire des recherches après. Oui, moi je suis amputé du Hassani, donc... D'accord. Bon, alors vous êtes architecte et Méline Hello est business coach. Alors on s'intéresse aux lieux, au corps, aux espaces et effectivement, bon, ils influencent notre humeur, notre psyché. Moi j'entends des personnes qui me disent moi je veux habiter près de la mer, je ne peux pas imaginer habiter loin de l'Atlantique, je ne peux pas imaginer habiter loin de la Méditerranée. Loin de mes parents aussi. Loin de mes parents, oui. Mais effectivement, il y a une science des lieux et de ce point de vue, bon, il y avait une intuition, je le disais dans les propos d'introduction, entre ce qu'on pouvait penser dans des civilisations anciennes, que les espaces influencent notre pensée, et ce que redécouvrent les sciences modernes. Alors, je vous laisse peut-être nous renseigner à votre façon. Alors, si je peux introduire, effectivement, moi je m'intéresse beaucoup au langage depuis quelques années, à la communication et aux neurosciences. Et en explorant, en allant dans ces espaces-là, en fait, j'ai découvert que l'architecture n'est jamais neutre. Ce n'est pas un espace neutre, c'est loin de l'être. Mais tu l'as dit dans ton introduction, les civilisations ont leur signature architecturale, ont leur empreinte architecturale, et quand elles laissent leur vestiges ou leurs traces, il y a des arabesques, il y a des plafonds hauts, des plafonds bas, il y a des vitraux ou pas. Quand on rentre dans des lieux saints, il y a des styles architecturaux extrêmement intéressants. Et en fait, j'arrive à ce mot qui m'a fasciné, que j'ai lu, je ne sais pas de qui il est, mais la personne disait que l'architecture est un langage. C'est une forme d'expression. C'est une forme d'expression verbale et non verbale. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, c'est un langage silencieux qui est à notre insu, pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce sujet-là. Et il influence profondément notre façon non seulement de ressentir, mais il influence aussi notre façon de penser, il influence notre façon de communiquer, de rentrer en contact avec le monde, et il influence tous nos comportements. Et donc il y a des mécanismes que je pense être intéressants aujourd'hui, même quand on accompagne des individus ou des sociétés aujourd'hui. Je pense sincèrement, quand on va dans des bureaux, quand on va dans des lieux de vie, et je pense que beaucoup d'entreprises se sont intéressées à ce sujet-là. L'open space, c'est pas tout à fait chacun son bureau, et une table ronde, c'est pas tout à fait une table rectangulaire. Complètement. On est passé d'une table ronde à une autre table rectangulaire à la rentrée, donc. On peut analyser ça. Certains invités ont été un peu désarçonnés, mais oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais si tu veux, et c'est pour ça qu'on s'intéresse, c'est pour ça que la psychologie et les neurosciences s'intéressent à l'architecture, c'est parce que c'est pas seulement un enjeu esthétique. On peut penser qu'il y a du confort esthétique, qu'il y a de la recherche visuelle, mais cet environnement-là, il peut soit contribuer à notre équilibre mental, et j'invite chacun et chacune qui nous écoute à se dire comment je me sens chez moi, comment je me sens bien chez moi, au contraire comment je me sens pas toujours bien chez moi, et soit au contraire contribuer à une forme de mal-être. Donc voilà le sujet. C'est un grand sujet. Intéressant, parce que moi je vois beaucoup de gens qui veulent pas rentrer du café, donc ils sont pas très motivés à rentrer chez eux. Alors Mehdi Saoudi Hassani, quand on est architecte, on reçoit nécessairement des doléances, des spécificités, quand on travaille sur des projets, sur des goûts.
et on fait du sur-mesure quand on s'adresse à des individus. Mais quand on s'adresse à des professionnels, des promoteurs, c'est une toute autre paire de manches. C'est vrai. Cela étant, comme a dit Mariam, je rebondis sur le fait que l'architecture est un langage souvent écrit. Enfin, pratiquement toujours écrit, une fois qu'on a beaucoup parlé, et les mots choisis sont très importants. Ils sont même redoutables parce qu'effectivement, ça peut jouer sur le psyché de l'individu, et on a une portée, nous, architectes, qui est considérable parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte de l'acte de bâtir, comment il peut effectivement induire du bonheur ou du malheur. Donc c'est vraiment important, et donc je crois que c'est une mission qui est très très importante pour nous, et il faut savoir écouter les gens, il faut savoir leur parler, et puis il faut savoir prendre un petit peu le pouls des émotions, parce qu'on parle de psyché effectivement, et quand on bâtit quelque chose, on crée de l'émotion, et quand on crée de l'émotion, forcément il faut que ça soit une émotion positive. Si elle est négative, c'est mauvais. Alors il y en a qui vont peut-être le faire dans certains espaces parce qu'on va chercher des émotions négatives. Tout à l'heure, avant de rentrer à l'émission, on parlait moi des prisons, par exemple. Voilà. On avait bien commencé. Voilà, on avait commencé. Et effectivement, je disais que moi, quand j'étais étudiant en architecture, j'avais comme rêve un jour de construire une prison. Alors parce que je voulais peut-être donner un côté humain à la chose, et j'avais un professeur qui me disait mais alors attention Mehdi, parce qu'il y a des prisons où on cherche à réhabiliter les gens, à leur donner un espoir de vie futur meilleur, et un petit peu les absoudre entre guillemets de leurs péchés comme on ferait dans une église, et d'autres qui vont vous dire non, il va falloir que les gens souffrent et qu'ils comprennent un petit peu leur mal-être, et je trouve qu'il y a une grosse perversion. Il y a une grosse perversion de demander à l'architecte de faire des espaces qui vont donner du malheur. Et j'aimerais rebondir sur le point de vue de Mehdi, parce qu'on va citer certainement plein d'exemples qui sont fascinants, qui sont connus. Mais tu vois, si on s'intéresse aux prisons danoises, justement à l'état d'esprit, parce que ce sont les êtres humains qui font les prisons. Et au Danemark, et ça c'est quelque chose qu'on va co-construire tout à l'heure avec Mehdi, les études sur la lumière, les études sur le végétal, les études sur les baies vitrées. Au Danemark, l'expérience carcérale n'est pas vécue comme une punition, mais elle est vécue comme une réhabilitation des individus. En fait, ils disent, ok, ils sont là parce qu'ils ont commis des erreurs, des fois des grosses erreurs, mais si on veut baisser le niveau de violence, si on veut baisser le niveau d'agressivité, si on veut qu'ils fassent une réinsertion plus tard, des années plus tard, après avoir épongé leurs dettes envers la société, il faudrait déjà les calmer un petit peu. Et c'est vrai que les prisons danoises, et c'est un cas d'école, je pense, pour les architectes, c'est comme les écoles suédoises. C'est un petit peu ça, on va parler des écoles, mais les prisons danoises sont conçues avec des couleurs, avec des teintes, avec des couloirs, avec des repères qui aident les gens à ne pas se sentir étranglés ou à ne pas se sentir comme mis au banc de la société. Et c'est intéressant, justement, ce rapport à l'autre. Est-ce qu'on veut le sauver? Est-ce qu'on veut le réhabiliter? Ou est-ce qu'on veut simplement le punir et ça s'arrête là? Ça va te poursuivre, hein, c'est cette histoire de haut conservatrice. Mais non, mais je l'assume. C'est pas qu'elle soit conservatrice, c'est l'être humain et son rapport avec l'espace. Et justement, je sais que les prisons sont des lieux punitifs, on les voit comme grisâtres, avec une peinture décolorée, avec des teintes jaunes, grises, verdâtres, le maximum de hadid, de barreaux, etc. Mais alors au Danemark, ils ont fait en sorte qu'il y ait même des espaces naturels, des arbres, de la pelouse, et que ces gens-là puissent redéfinir leur rapport au monde. Parce qu'à la base, si l'individu est rentré en prison, c'est qu'il a été malade et c'est qu'il a fait quelque chose de grave, a priori. Oui, a priori, mais effectivement, les espaces, en tout cas, nous influencent. C'est le but de notre conversation, c'est d'essayer d'aborder cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que redécouvrent les sciences ou les neurosciences sur l'influence des lieux sur notre psyché, madame? Alors, énormément de choses, parce que il faut savoir que ça fait des décennies en fait que les gens s'intéressent à l'architecture et à la psychologie. On n'a pas attendu les années 2000, on n'a pas attendu les recherches d'un grand monsieur qui s'appelle Eberhard. Bien au contraire, il y avait des psychologues environnementaux, il y a le module psychologie enseigné dans énormément d'écoles architecturales, etc. Si on ouvre ne serait-ce que YouTube, on verra énormément d'interactions entre architecture
architecture et psychologie. Donc il y a des branches de spécialisation. Parce que justement, en fait, ce qu'on a découvert, mais qu'on le savait déjà, mais qu'on a réécrit, c'est que l'être humain adore, il y a une affinité, on va dire, innée avec les espaces naturels. Donc le vert, le chlorophylle, on connaît les bienfaits psychologiques d'intégrer des éléments naturels. C'est ce qu'on appelle l'architecture biophilique aujourd'hui. L'architecture biophilique, exactement. Ça fait du bien, ça diminue le taux de cortisol, ça relâche le système nerveux, ça invite à la détente. Et parce que nos maisons, notre chez-soi, doit être un lieu de détente et de récupération. C'est peut-être la première fonction. Oui, une promenade en forêt, ça change notre humeur. Et ça change parfois quand on se promène un dimanche, on démarre la semaine différemment, tout simplement. Alors, les espaces nous influencent. Je vois même que dans certains hôpitaux, on va opter pour certaines couleurs qui vont apaiser. On évite le rouge, par exemple. On essaie d'opter davantage pour un bleu qui détend. Il y a une influence des couleurs, des lumières sur la psyché. Absolument, c'est ce qu'on appelle le langage constructif. Effectivement, alors il y a les volumes, les hauteurs, il y a la lumière qui est prépondérant dans l'architecture parce que qui dit lumière dit vie. Donc plus on va fermer un espace et moins on va se sentir bien. Vous savez que la lumière c'est la vitamine D aussi, donc on a besoin de se nourrir de ça. Et les couleurs sont effectivement extrêmement importantes parce que effectivement vous avez cité le cas des hôpitaux, on utilise beaucoup le bleu. Le bleu est une couleur qui est très apaisante. On utilise le vert, alors ça c'est un peu paradoxal. Dans les casinos, alors que c'est la couleur un petit peu des mosquées. C'est parce que dans l'islam on a la couleur verte, ça vient d'autre chose. Là je fais une corrélation entre les deux, ça va pas du tout, mais voilà, mais parce que le vert met en confiance, et donc quand vous avez un joueur qui va sur une table de casino, on cherche à le mettre en confiance, donc on va aller induire sa perception de l'espace pour qu'il puisse être en confiance et miser plus. Donc effectivement, alors ça c'est peut-être un petit peu pervers, mais voilà, chaque espace est prédéfini en fonction de ce qu'on veut aussi. Et tout à l'heure Marie me parlait des émotions qu'on ressent, et en fait des fois on se rend même pas compte de ce qu'on ressent dans un espace. Il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans un espace sans comprendre ce qui se passe vraiment, mais parce que justement ils vont être en relation avec les volumes, les couleurs, les ouvertures. On va se sentir apaisé ou alors complètement fermé parce que justement il y a des espaces qui sont oppressants par rapport à d'autres. Donc effectivement c'est extrêmement important, et donc tout ce langage doit être pensé en fonction des projets puis en fonction de l'individu. Parce que moi j'ai souvent tendance à dire qu'une architecture humaniste c'est pas uniquement l'architecture qui va abriter des corps, mais elle doit accueillir des âmes. Et ça, c'est vachement important. Là, moi, je fais le lien, tu sais, c'est un sujet qui est passionnant. Tu vois, il y a des architectes comme Jean Nouvel, mais pas que. Beaucoup d'architectes aujourd'hui, je pense qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse de la psychologie, ne serait-ce que la psychologie de leurs clients, il faut la comprendre. Je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. Moi, dans la famille, je connais quelques architectes, et il y a des astuces quand on veut orienter le choix du client, parce que des fois l'architecte il offre un choix réduit, de sorte à ce que tous les choix possibles puissent effectivement lui convenir et convenir à son client. Effectivement, mais tout à l'heure on ne parlera pas des discussions. Mais un architecte est toujours plus enthousiaste et fera davantage d'efforts quand lui-même est convaincu du projet sur lequel il travaille. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est prise en considération. Je pense qu'il va parler de métier là-dessus. Alors oui et non, parce c'est aussi challengeant d'avoir des gens qui ne vont pas vous donner ce qu'ils veulent, vraiment, ou peut-être mal l'exprimer, et on a un rôle, entre guillemets, peut-être de médecin. Voilà, on va venir corriger un petit peu, soigner la vision qu'ont les clients, pour leur offrir un bien-être. C'est la valeur ajoutée d'un architecte, sinon on va être juste un constructeur lambda. Donc effectivement, je parle par expérience aussi, où j'ai des expériences pour des villas privées, d'avoir des familles ou des couples de fois qui ne s'étaient pas d'accord sur la vision des choses. Ah oui. Et il fallait, quel dernier mot, généralement? Pardon. Écoutez, moi les statistiques me disent ressortez je fais en sorte qu'il y ait un accord global entre tous les intervenants, parce qu'effectivement moi j'ai toujours qu'un projet c'est un mariage, et réussir un mariage c'est compliqué. Les divorces sont pas compliqués, voilà, mais les mariages il faut bien les réussir, parce que je dis toujours qu'à la fin d'un projet on va divorcer forcément. Voilà, donc le divorce il faut qu'il se passe bien aussi,
Donc voilà. Donc je dis c'est pas compliqué, c'est très très compliqué aussi. Donc il faut pouvoir bien s'entendre et pour pouvoir garder une bonne image aussi près d'un client. Moi j'adore quand un client m'appelle après un projet qui me dit écoute voilà, moi je voyais pas les choses comme ça, mais maintenant je comprends. Et ça m'est arrivé. Et là c'est vraiment un bonheur extrême pour moi. Donc voilà. Donc effectivement des fois les clients viennent, il y a des fois il y a un déni par rapport à certaines choses. Et puis notre mission c'est de les diriger vers ce qui va être beau. On écoute. Ce sont des doléances. Des fois je prends même une petite fiche, je note et je dis voilà, comme je disais tout à l'heure à Mariam, dis-moi ce que tu manges, je dirais qui tu es. J'écoute. Dis-moi comment tu vis. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Comment je vais décider le projet. Non, mais tout le monde n'a pas non plus la possibilité de choisir. Il y a des contraintes, pas qui sont celles de la proximité avec le lieu de travail, celles des contraintes financières. Alors, on écoute. Tu souhaites dire un mot? Non, j'allais dire, rien n'est éternel. D'ailleurs, les lieux qu'on a habités en tant qu'étudiants, les lieux qu'on a habités enfants, les lieux qu'on habite aujourd'hui, les lieux qu'on habitera demain, en fait, un endroit, il correspond à notre identité à un instant T. Moi, je te dirais que les espaces nous choisissent et on choisit les espaces. Il y a quelque chose dans l'évolution de notre vie. C'est dans les deux sens. Parce que on peut même évoluer vers des décorations minimalistes à un moment donné de sa vie, alors qu'on aimait le style baroque au début de sa vie. Mais il y a quelque chose dans l'évolution de l'identité et de la personnalité aussi dans les espaces. Convaincu, mais d'autant plus que si on a la possibilité d'avoir la main sur ce paramètre, c'est un paramètre effectivement sur lequel on a une marge de manœuvre et autant faire en sorte que cette marge de manœuvre soit la plus large possible. Alors notre marge de manœuvre s'est réduite considérablement à l'approche des informations. Il est déjà 26 minutes. On sera à l'écoute des auditeurs si vous souhaitez témoigner ou poser des questions. Il vous suffit pour cela de nous joindre après la respiration musicale et le flash d'information 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Mariam Mehlou qui est business coach et qui est DG des compétences plus, et nous sommes avec Mehdi Saoudi Hassani qui est architecte. Nous parlons de l'influence qu'a l'architecture sur les humeurs, sur les tempéraments, sur la psyché humaine. Et effectivement, il y a un certain nombre d'exemples qu'on aimerait faire entendre. Alors, en antenne, vous évoquiez effectivement l'influence des formes. Oui. On parlait de l'influence des couleurs, mais il y a également une influence des formes sur l'humeur. Mehdi, ça y est. Absolument. Vous avez ce qu'on appelle les formes courbes, les formes carrées, les angles, et tout ça, effectivement, a aussi un impact sur notre perception de l'espace et sur le psyché, forcément. Moi, j'ai souvent fait des projets, par exemple, il m'est arrivé de faire des projets où il y avait des gens qui dansaient, donc des dancing, des bars, etc. Et j'ai privilégié la courbe, parce que la courbe, elle est souvent symbole de convivialité. Et donc effectivement c'est toujours plus intéressant qu'avoir un angle aigu. Souvent aussi, même pendant mon diplôme d'architecture, j'avais conçu un projet sportif et on m'avait fait la remarque à l'époque, on me disait les angles, les arêtes, essaie de les éviter trop droites, arrondis-les, ça contribue au mouvement, et quand on est dans un endroit où on se meut correctement et avec fluidité, on se sent mieux aussi. Donc effectivement les formes sont importantes, et les volumes sont importants. Je dis tout est important en architecture. Ça a tout fait sens. Si je peux rebondir sur ça, il y avait, on en discutait hors antenne, il y a la Philharmonie de Paris qui a été construite par Jean Nouvel, qui au-delà des qualités acoustiques qu'on recherche dans un lieu pareil, il y a un côté comportemental de l'influence des courbes. Et selon les neuroscientifiques, ils remarquent en fait les courbes ont un effet positif sur la gestion de l'anxiété. Oui. Par exemple, on peut imaginer des musiciens avant une représentation, comme n'importe quelle représentation en fait. Quand on monte faire un show, quand on monte sur scène, il y a une gestion du stress, il y a une gestion des émotions, etc. Donc ces courbes-là, ils améliorent non seulement l'expérience auditive, selon les experts, et je pense qu'effectivement Mehdi peut le confirmer, mais aussi ils réduisent, mais significativement, l'anxiété chez les personnes. Et on peut même s'interroger sur... Ça a été mesuré. Les courbes, en tout cas la construction des courbes, les choses en arc, tout ça, même la hauteur, parce que la Philharmonie de Paris, elle dispose d'un plafond qui est très très haut, avec une utilité acoustique certaine, je pense qu'il est supérieur à 3 mètres. Mais en fait, qu'est-ce que ça dit aussi les plafonds hauts? Ce sont des espaces propices pour libérer des pensées créatives.
En fait, plus on cherche la créativité, plus c'est intéressant d'avoir des plafonds hauts, mais au contraire, plus on recherche la concentration, si on veut être concentré, si on veut être focus, si on veut, il faut que le plafond soit bas. Ça invite à une forme de concentration sur ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que dans des bibliothèques, moi je me rappelle certaines bibliothèques, la bibliothèque Sainte-Geneviève versus d'autres bibliothèques, les plafonds, soit tu peux rêvasser complètement, tu peux être hors du temps et hors de l'espace, comme tu peux être extrêmement focus, parce que le plafond bas, même quand tu rentres dans des constructions japonaises ou asiatiques, avant de rentrer dans des lieux sacrés, ils te font passer par des portes et un espèce de couloir avec un plafond bas. C'est comme si tu te préparais. Tu sais, des fois, même dans des lieux, il y a des transitions entre plafond bas et plafond haut. Le plafond bas, c'est un rituel, c'est comme un passage. Après, tu rentres dans un truc, même les églises, ou là, les philharmonies, ou là, d'autres espaces, où tu es submergé par la sacralité d'un lieu, mais c'est la hauteur du plafond aussi qui invite à ça, au-delà de la spiritualité du lieu, etc. Ce qui est paradoxal, ou ce qui invite à la réflexion, c'est que il y a quelque chose comme d'intuitif dans l'architecture, parce qu'on sent d'instinct parfois que certaines formes ou certaines constructions seront propices davantage à certaines choses en fonction des... un lieu sacré, c'est pas tout à fait un endroit où on va danser, et c'est pas non plus un endroit où on va travailler. Et puis il y a des fois, et récemment, la science qui s'intéresse à ces questions-là, et ça, cet aspect-là, on va y venir, parce que c'est intéressant de voir à quel point et l'intuition et la connaissance rationnelle démontrée entre guillemets se rejoignent. Alors sur les lieux de travail, qu'est-ce qu'on a comme demande quand on a en face de soi effectivement des personnes qui souhaitent infuser un certain état d'esprit? Il y a des endroits où il y a beaucoup de hiérarchie, et des endroits où il y en a un peu moins, donc c'est en fonction des entreprises. Sur ce point précis, alors c'est pareil, ça dépend de ce qu'on recherche effectivement. Si on veut une concentration précise, on va faire des espaces un peu plus fermés, qui sont propices peut-être à la réflexion. C'est comme si en fait on se replie un petit peu sur nous-même pour pouvoir créer et trouver des idées. Par contre, quand on va créer des open space où les gens qui sont face à face ou en cercle ou différentes formes de cohésion, on va créer de la communication différente. Moi aujourd'hui, je suis propice effectivement aux espaces ouverts, parce que même dans notre métier à nous d'architecte, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une réflexion partagée. Et donc avoir des gens qui vont intervenir en temps réel par rapport à ce qu'on est en train de concevoir, c'est important. Alors, je dis ça parce que moi j'ai tendance des fois à me retrouver tout seul le soir, parce que il y a les chantiers, il y a les clients. On parlera aussi de la psychologie des architectes par rapport à ce qu'ils vivent. Ça, c'est un autre débat. Et qui travaille très tard le soir. Travaille très tard parce que finalement, on a besoin de temps pour qu'il soit propice à la créativité. Et on parle aussi on parlait des formes, on parlait des ambiances. Moi, j'ai besoin de silence pour pouvoir créer, ou alors d'une musique peut-être un petit peu en arrière-plan qui va un petit peu calmer toutes les ardeurs que j'ai eues dans la journée pour pouvoir créer sans être perturbé par quoi que ce soit. En journée, c'est compliqué. On a les tâcherons qui crient, on a les entreprises avec qui on se bagarre, on a les clients des fois qui sont pas toujours très contents. Donc c'est vraiment, on a un impact aussi nous architectes psychologique par rapport à tout ça. Donc on fait un peu de tampon et il faut comprendre tout ça. Un architecte avant de rentrer dans un chantier, il s'y prépare parce que alors ce que vous dites est très très vrai, parce que des fois on arrive quand dans une boîte surprise. Des fois on a des plans et on ne sait pas ce qu'on va trouver sur place, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des vices de forme, des ratages, etc. Et puis il faut apprendre tout ça. Et il faut savoir parler aussi psychologiquement aux gens pour qu'ils comprennent que ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt du client, du projet, de l'économie du projet, etc. Et donc c'est un apprentissage qu'on fait aussi. On le fait sur le terrain, au sens métaphorique comme figuré. Alors Monique Mouhilou, sur les espaces de travail, je sais que tu travailles avec un certain nombre d'entreprises. Je suis certain que cet aspect-là est abordé même d'un point de vue intuitif. On a des préférences. Non, complètement. Moi, je remarque ne serait-ce que quand j'anime des formations avec des baies vitrées, où la lumière naturelle pénètre dans les espaces de formation, et des fois, on se retrouve dans des salles de formation, il n'y a que des murs, il n'y a pas de baies vitrées, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de lumière du jour. Et en fait, l'impact est significatif.
subjectif. Les études sur la lumière, par exemple la lumière circadienne, ce qu'on appelle la lumière circadienne, moi elle m'intéresse sur le plan du bien-être parce que plus les individus sont exposés à la lumière du jour, mieux est leur qualité de sommeil. Apparemment, il y a une amélioration de qualité de sommeil ou de sommeil vraiment réparateur de à peu près 1 heure. Et justement, si on les met dans des espaces de formation, des bureaux fermés, sans fenêtre, sans lumière du jour, apparemment il y a une augmentation là aussi significative du taux de cortisol, donc du niveau de stress. Donc des individus exposés à la lumière du jour sont beaucoup moins stressés déjà par le simple fait de la connexion à travers des baies vitrées ou juste des fenêtres que des individus qui ne sont pas exposés à la lumière du jour. Au-delà, il y a des bureaux du futur, ce qu'on appelle des bureaux du futur. Il y a vraiment des recherches aux États-Unis, en Suisse, ailleurs, en Allemagne. La relation, on s'intéresse beaucoup entre la performance et le bien-être depuis des années. Et c'est pour ça qu'on fait des team building, c'est pour ça qu'on sort les salariés faire des randonnées, c'est pour ça qu'on les implique dans des activités associatives, c'est pour ça qu'on crée du sens. Mais il y a une création de sens et de bien-être qui doit être quotidienne et pas seulement trimestrielle ou la semaine. Et donc, je reviens à cet exemple de verre ou là d'arbre ou là de végétal. Si on veut ne serait-ce que améliorer la qualité de l'air, parce que imagine des open space ou imagine des bureaux fermés où on a dit il n'y a pas de fenêtre, etc. C'est du dioxyde de carbone. Enfin, juste comme ça, c'est biologique. Donc si on veut juste améliorer la qualité de l'air, c'est déjà mettre un peu plus de végétal dans ces bureaux. C'est faire un zoning intelligent. Tu vois, des zones de réunion, des zones de réflexion, des zones de jeu, des zones de brainstorming, des bulles. Et en fait, si les architectes, quand j'entends Mehdi ou d'autres architectes qui conçoivent des bureaux, même des open space ou des bureaux un peu plus futuristes, il doit y avoir une stratégie pour aider les salariés qui veulent de la réflexion, aider les salariés qui veulent de la créativité, aider les salariés qui veulent se concentrer. Et c'est pas les mêmes constructions partout. Ça doit pas être un hôpital. Un hôpital, et même les hôpitaux, alors pour parler des hôpitaux, tiens, il y a eu une étude célèbre qui a montré que, tu sais, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, toutes les chambres ne donnent pas sur une cour avec un arbre, le ciel, etc. Figure-toi que les capacités de récupération humaine et de guérison plus rapide sont beaucoup plus importantes quand on est connecté au ciel, la terre, les arbres, etc. On stimule notre guérison. Tu sais, ils ont vraiment benchmarké des individus qui ont suivi les mêmes actes chirurgicaux, qui ont malheureusement les mêmes maladies, etc. Le contact aux éléments naturels stimule et favorise la guérison. Nous faisons entendre des respirations musicales pour aussi parfois profiter d'un peu de soleil. Le studio étant ce qu'il est par définition un lieu fermé. Alors nous allons nous retrouver dans quelques instants et si vous avez des avis ou des questions, nous allons revenir à la charge pour une émission qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi. Si vous voulez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités. Effectivement, les lieux peuvent influencer l'humeur. Les lieux, c'est là le chez-soi, mais les lieux, c'est aussi la ville dans laquelle on évolue. Et effectivement, certaines villes ont une identité forte. Et de ce point de vue, ce sont des espaces également auxquels s'intéressent les architectes. Il y a un urbanisme et il y a une influence, quartier par quartier, sur l'architecture globale. Mais dit Hassani Saoudi. Voilà, c'est là où des fois je dis que l'architecture c'est quand même un acte collectif. Vous avez des projets dans certaines villes, notamment par exemple moi j'ai vécu à un moment donné en France où on avait, quand on intervenait sur un tissu urbain, on invitait les habitants à venir s'exprimer, à expliquer ce qu'ils voulaient, comment ils voyaient les choses, à critiquer ce qui n'allait pas. Et on avait un cahier de charge qui prenait en considération tout cela. Et c'est à partir de ce cahier de charge qu'on allait commencer à concevoir les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on bâtit pour les autres, mais il faut bâtir en prenant connaissance des envies, des désirata des gens et comment ils voient eux aussi leur vécu. Et des fois, on a des gens qui sont à même de mieux répondre que nous par rapport à un tissu urbain dans lequel ils ont vécu pendant longtemps. Parce qu'il y a un héritage,
langage, il y a une histoire, il y a un vécu déjà qui est là, et que nous on ne connaît pas forcément. Et donc on doit se documenter par rapport à ça et apporter une réponse collective. Et effectivement, ce n'est pas qu'une question de tissu urbain. Chaque ville a son cachet. Vous avez des villes qui vont être beaucoup plus intéressantes et attirantes que d'autres. Voilà, quand vous allez à Venise, il n'y a pas beaucoup de bruit de moteur, parce qu'à part les petits moteurs auto qu'on a sur l'eau, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la ville des amoureux, entre autres. Il y a des villes où c'est vraiment la cacophonie. Alors moi je parle de Casablanca que j'adore. Je suis natif de Casablanca. C'est une ville qui m'horrifie et qui m'éblouit en même temps. Oui. Elle est en train de très très bien s'améliorer. Je félicite les autorités locales actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a un changement depuis un certain moment. Voilà, qu'on s'occupe beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, c'était une ville pour moi qui avait beaucoup de petits symptômes qu'il fallait réparer, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et effectivement, il y a aussi une symbolique des bâtiments, donc les bâtiments administratifs. Pardon. Oui. Les architectes sont montés au créneau lorsqu'il s'agissait aussi de reconstruire après le house. Sur les matériaux, effectivement, il y a les formes, il y a aussi les matériaux qui sont sujets à question, et de ce point de vue, sur l'identité entre guillemets des lieux, les architectes ont également cru important de faire entendre leur voix. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont montés au créneau par rapport à ce qu'on se construit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le béton roi. Dès qu'on commence à construire, on pense au béton. Voilà, alors qu'effectivement, je ne parle même pas de matériaux alternatifs, des matériaux qui existaient déjà depuis longtemps. Chez nous, dans le sud marocain et puis ailleurs, on construit en pisé. Et on s'est rendu compte de la qualité de ce matériau et ce qu'il pouvait induire en termes d'acoustique, en termes de résistance. On n'y pense pas automatiquement. En termes de procédé de conception, c'est pas comme aller chercher une boutonnière un peu loin et couler du béton. Oui. Et puis est-ce que c'est essentiellement une question de coût Pas forcément, non, pas forcément. Je vais vous dire, moi, quand vous allez par exemple à la campagne, où vous allez un petit peu respirer, c'est quand même beaucoup plus joli de voir un mur en pisé avec de la terre, avec des herbes qui sont collées, qu'un mur en béton. Et là aussi, on a une perception des matériaux. Là, on a parlé de lumière, on a parlé de volume, on va parler aussi de matériaux. Les matériaux sont extrêmement importants. Oui, sur la chaleur. Sur la chaleur. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un de très tactile, j'adore toucher les matériaux avec lesquels je travaille. Et puis, effectivement, il y a des matériaux qui vont être chaleureux, comme tout ce qui est chaud, la terre, ce qui est rugueux. Et puis, il y a des matériaux qui sont froids comme le métal. Donc voilà, ce sont des choix. Et en fonction du projet qu'on va avoir, on va choisir tel ou tel matériau qui va répondre à un besoin. Non, effectivement, il y a pour parler de Casablanca et de Marrakech, qui sont deux villes qui sont extrêmement chères à mon cœur, Casablanca a toujours attiré les personnes par sa lumière. Quand les gens arrivent de l'étranger ou quand des non-Casablancais arrivent, ils disent la lumière de Casablanca est assez exceptionnelle, vous en rendez pas compte. Et Marrakech attire par son harmonie. Il y a quelque chose de très relaxant, très reposant dans la couleur ocre et dans le fait, c'est au-delà bien évidemment, c'est tout l'environnement, c'est les montagnes, c'est l'air, c'est bien évidemment cette sensation d'ancrage et de sérénité qu'apporte Marrakech, sans doute par l'effet des montagnes, par l'effet de l'air, par la territorialité de cette ville, mais aussi par l'harmonie. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'harmonie quand Mehdi et toi vous parlez d'urbanisme, ça réduit le stress d'être dans un environnement qui est harmonieux, qui est bien éclairé, qui a l'air propre aussi. La notion de la propreté est très intéressante et par rapport au toucher, parce qu'on est des êtres du toucher, quand vous parliez tout à l'heure de matériaux, justement, quand c'est pas les mêmes sensations qu'on reçoit quand on s'assoit sur de la pierre ou quand on s'assoit sur du bois ou quand tu vois, on dit souvent des fois pour réchauffer des espaces, il faut mettre certaines couleurs, mais aussi certains matériaux comme le bois, ça réchauffe énormément. Quand on est dans des choses très bétonnées, il y a de la froideur quand même qui se dégage, il y a un côté rugueux, il y a un côté impersonnel. Pardon ? Dans une précédente émission, tu disais Honoré Larose qui rendit sur sur de béton, oui. Ça veut dire qu'on considère que le béton c'est un matériau hostile. C'est pas, il n'est pas vraiment hostile. Le béton, moi j'adore par exemple le béton brut. Vous avez des bâtiments en béton brut, vraiment, voilà ce qu'on appelle du brut décoffrage, où le béton ne va même pas être travaillé à la rigueur un peu lissé, et puis ça donne un aspect minimaliste. Ce sont des tendances aussi. On a envie de ça. Ça dépend de ce qu'on recherche, justement. Si on veut créer quelque chose de très réconfortant, si on veut créer quelque chose d'organique, je disais souvent, surtout chez soi, c'est un espace de recul. Tu vois, on s'extrait du tumulte extérieur, entre guillemets, si on est à Casablanca, notre chez nous, justement, doit être un espace de ressources, d'ancrage, de recul, parce que c'est pour ça que c'est très intéressant de s'intéresser à ça sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'on cherche à investir dans les espaces ? Quelles émotions on cherche à investir ? Parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, et c'est vrai,
on parle de l'influence de l'environnement sur nous, mais nous aussi, on a de l'influence sur cet environnement-là. On a un impact sur cet environnement. Soit on y met le chaos, soit on y met de l'harmonie. Exactement. Donc, c'est aussi simple que... Il y a des intentions. Ah, bien entendu. Qui se manifestent. Les intentions qui sont celles de la régie, c'est de me rappeler à l'heure, il est 11h, c'est 11h00. Mourad Baba va nous rejoindre dans quelques instants. On va écouter le flash d'information. On se retrouve pour la deuxième heure d'émission. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts et nous nous intéressons au lien qui existe entre les lieux construits et la psyché et l'humeur et l'état d'esprit. Alors nous parlons de l'intention. Alors on peut manifester un certain nombre d'intentions. Certains souhaitent davantage être apaisés chez eux, d'autres souhaitent qu'il y ait de la couleur, de la joie. Et effectivement, les volontés sont extrêmement variées. De ce point de vue, si on souhaite mettre plus de joie dans un lieu de travail, par exemple, à tout hasard, ou chez soi, ce n'est pas interdit. Quels sont les conseils qu'on peut partager ? On peut déjà augmenter les salaires. Mehdi, tu vas te faire plein d'amis ce matin. En fait, son objectif, c'est... Il y en a qui ont des cabinets d'architecture, des salaires à payer aussi. Voilà. Tes salariés t'écoutent. Écoutez, comme tu as dit tout à l'heure, Mariam, il faut travailler sur des aspects importants au niveau de la perception de l'espace et des émotions. Donc, c'est l'intégration de la lumière naturelle. Quand on ne peut pas le faire, tout à l'heure, je l'ai rebondi d'ailleurs, quand on ne peut pas vraiment avoir de lumière naturelle, des fois on peut intervenir sur des espaces qui sont déjà clos, qui sont fermés, et ben les spécialistes de la lumière travaillent sur la qualité de la lumière. Donc vous avez ce qu'on appelle de la lumière blanche, la lumière jaune, différents types de lumière, différentes puissances, et tout cela a des conséquences sur notre perception, sur nos ressentis, sur nos émotions. Donc on réagit, l'être humain, l'œil réagit à la lumière forcément, et donc c'est important. Alors ce qu'on peut faire effectivement, c'est d'avoir c'est comme une petite ordonnance médicale. Il va falloir qu'on donne le bon traitement qui va non seulement soigner, mais donner du tonus aux gens et leur faire comprendre que voilà, on a pensé un espace pour qu'ils vivent au mieux. Voilà, donc lumière, couleur, hauteur, c'est important quand on a le luxe d'avoir de la hauteur chez soi, c'est très important. Aujourd'hui, moi je vois, on a un patrimoine extraordinaire à Casablanca. Quand je parle de Casablanca, quand je parle du boulevard Mohamed V, quand vous allez voir les appartements qui ont été faits à l'époque, vous avez une hauteur sous plafond de 4 mètres, et là forcément... Et aussi de l'isolation sonore. Aussi, regardez, bon là je parle architecte, vous regardez les escaliers, comment ils sont beaux. Moi j'adore, moi je me promène souvent là-bas, je fais de la photo aussi par passion, donc à chaque fois que je pars là-bas, je bouffe la mémoire de mon téléphone, parce que je claque des centaines de photos, et donc c'est parlant, et je me rends compte qu'à l'époque déjà, comment est-ce qu'on construit les espaces et comment on prenait en considération cet aspect justement de bien-être. On parlait aussi tout à l'heure du tissu urbain, je vous donne un exemple, à l'époque où Jacques Chirac qui était mon président de la République, qui était avant maire de Paris, le premier maire de Paris à l'époque, il avait multiplié par 50 les espaces verts. Il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'espace vert dans la ville, et on a multiplié par 50 la surface. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une indexation. On dit que pour tel habitant, il faut tant de mètres verts. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va travailler peut-être aussi des parcs, on est en train d'en faire aussi chez nous, et c'est important. Donc l'espace vert est important, la lumière est importante. Tout est important en architecture et c'est jamais un acte gratuit. Donc il faut vraiment répondre aux désirata. Et puis même quand le client n'est pas conscient... Mais oui, mais on ne sait pas nécessairement... Avant d'y habiter, ceux qui ont fait le choix d'acheter certains appartements ou certains espaces dans lesquels ils vivent, ce n'est qu'après coup qu'on se rend compte des conséquences quelquefois désastreuses. C'est notre rôle, c'est de soigner aussi, de sublimer l'espace tel qu'il a été donné. Donc c'est challengeant effectivement, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi une très grande satisfaction quand on arrive à trouver des solutions qui vont faciliter la vie des gens, des occupants, que ce soit au travail, que ce soit privé, que ce soit public, et donc trouver des solutions adaptées justement aux humeurs, au bonheur, au bien-être, à la productivité. Donc on a une mission quand même vachement importante. Bien entendu, chez soi on y passe nécessairement du temps, ne serait-ce que le temps de sommeil. Donc, mais ne serait-ce que Mehdi, pour rebondir sur ce qu'il dit, il y a une cohérence aussi sensorielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intéresser à chaque chose de manière distincte. Alors bien sûr, si on veut l'apaisement, j'imagine que les spas, les lieux qui invitent à l'apaisement, etc., c'est des tonalités de bleu, c'est des tonalités de vert, la sensation de sécurité, de confiance, etc. Si on recherche l'énergie, la stimulation, la vitamine, ça va être des lieux où juste un mur, c'est pas forcément toute la salle qui est peinte en orange ou en jaune, mais juste un mur suffira à éclairer, à donner de la lumière. Donc il y a des études, c'est très facile de retrouver
trouver ça aujourd'hui, c'est des études sur la chromathérapie, mais j'invite quand même, et je pense que ça, les lieux d'hospitalité ou les hôtels veillent beaucoup à la cohérence sensorielle. Il y a le côté visuel qui est très très important, mais il y a le côté du toucher qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a ressenti, tu vois, même quand on marche sur des moquettes, à l'époque quand on s'intéressait au marketing sensoriel il y a quelques années, on disait qu'il y a des lieux qui nous invitent à rester longtemps dedans, et ils sont pensés pour garder les gens longtemps dedans. Et ça, c'est des études. Des casinos qui oui, mais pas que. Il y a des restaurants, qui ont été pensés, il y a des lieux qui ont été réfléchis, des magasins qui ont été réfléchis pour garder à travers le choix de la musique, parce qu'il y a une musique qui vous fait fuir, vous pouvez pas rester plus de 3 minutes parce que c'est pas possible, et il y a des musiques réfléchies pour garder les gens longtemps, déambuler dans les couloirs ou regarder les éléments, etc. Pourquoi ? Parce que plus vous restez, plus vous allez être attiré, plus vous allez vouloir acheter, essayer, consommer quelque chose. La même chose, les moquettes dans les hôtels, ou en tout cas, et tu vois, quand tu sens le confort et le luxe, bah, ça passe aussi par le toucher. Il y a la vue, mais il y a aussi le toucher, il y a aussi l'olfactif. Donc c'est là où finalement, dans le côté olfactif, tu vois, des senteurs de jasmin, enfin, des choses qui sont près de nous, de la fleur d'oranger, des choses qui nous rappellent l'enfance, etc., des signatures qui rappellent des jardins. Donc tout ça, ça s'intègre dans un système global. Parce que ce qu'on recherche à travers un lieu, c'est pas seulement les murs, la déco, la boiserie, les choses, c'est beaucoup l'olfactif et c'est beaucoup le toucher aussi qui, disons, influence les individus. Et d'ailleurs, les matériaux ont une odeur. Complètement. Dans l'architecture, dans la tradition architecturale marocaine, il y a le bois de cèdre qui est utilisé dans... Qui est très odorant, effectivement. Oui. Voilà, on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est très, vous le trouvez dans tout ce qui est artisanat, effectivement, mais vous avez effectivement beaucoup de maisons anciennes, dans nos villes, dans les patrimoines marocains à faire, à Marrakech, dans les salons, dans, ce qu'on appelle les moucharabiers, dans les fenêtres, on travaille beaucoup, et puis c'est la région du cèdre aussi, donc on travaille beaucoup, effectivement, c'est une odeur chaleureuse, et c'est comme si vous preniez un encens, donc je trouve que c'est effectivement extrêmement intéressant d'avoir cette notion-là, et je rebondis sur ce que disait Marim, effectivement, aujourd'hui, on a travaillé ce qu'on appelle aussi une architecture sensorielle. Bon, moi, en plus d'être architecte, j'enseigne, et parmi mes cours, j'ai ce qu'on appelle un module qui s'appelle le design sensoriel, donc je demande à mes étudiants de concevoir un espace en prenant en considération les 5 sens. C'est pas toujours évident, par exemple pour le goût, mais pour les autres, oui, allez, on va goûter un peu de bois, un peu de... On peut. Oui, c'est pas interdit. Et voilà, donc faire appel aux 5 sens, c'est extrêmement important. Et voilà, ça contribue effectivement aussi à un bien-être général. Rien n'est anodin. Voilà, il faut prendre ça en considération et puis il faut y penser en amont quand on fait un projet. Voilà, quand vous dites que des fois on arrive dans un espace qui n'est pas forcément propice au bien-être, on va injecter des éléments qui vont rehausser cet espace et donner une notion de bien-être supplémentaire qui n'existait pas à la base. Mais tu vois, par exemple, les Marocains qui sont connus aussi par l'hospitalité, la convivialité, je pense, et on pense à nos grands-parents, on pense à nos parents, les espaces communs, peut-être c'était intuitif, il n'y avait pas forcément de design d'intérieur, etc. Mais il y a des couleurs, il y a du textile, il y a des sofas, des canapés, des salons. Il y a de la vie. Qui invitent à la socialisation. Bien sûr. Il y a aussi, quand on parle d'ouïe, on parlait des matériaux, vous avez aussi l'élément eau qui était prépondérant dans nos riades. Dans les riades. Alors on avait des petites fontaines. Le bruit de l'eau est quelque chose de très apaisant psychologiquement. Complètement. Voilà, donc c'est la vie. On dit toujours que l'eau, c'est la vie. Mais dans les appartements, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que les architectes ont une immense responsabilité. Bon, la nôtre est moindre. Ça consiste simplement à alterner nos discussions avec la respiration musicale. Et on se retrouve par conséquent dans quelques instants pour la suite des experts atlantiques. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos deux invités ici présents. Nous sommes avec Marim Mihlou qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach, et nous sommes avec Mehdi Hassani Saouni qui est architecte. Et de son point de vue, dans l'architecture marocaine traditionnelle, est-ce qu'il y a des éléments qu'il s'agit de retrouver? Nous évoquions les riades notamment, mais ils avaient certaines spécificités. Est-ce qu'il s'agit de retrouver certains éléments qui sont de nature à apporter un mieux-être, entre guillemets? Alors ça c'est un autre débat, effectivement, enfin un débat, c'est toujours on peut parler d'architecture pure maintenant. Oui, bien sûr. Alors on peut toujours faire appel à un savoir-faire, et moi je vois aujourd'hui que d'ailleurs c'est un savoir-faire qui a tendance un petit peu à
à disparaître. On a des artisans extraordinaires au Maroc. Donc on a tout ce qui est plâtrier, le basse, voilà, tout ce qui est ébéniste. Moi c'est pas des musées, ce sont des ébénistes. Donc qui ont appris auprès du maître. Bien sûr, ça se véhicule, ce sont des écoles et ça se véhicule de génération en génération, de maître en disciple et disciple qui devient un maître qui apprend aussi. Il n'y a pas forcément aujourd'hui des formations spécifiques par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que c'est un art qui a tendance à peut-être des fois, je vais pas dire disparaître, mais en tout cas s'amenuiser. Et il est important. Alors bien sûr qu'on prend toujours des références par rapport à nos, je ne dirais pas nos ancêtres, mais les gens qui nous ont précédés pour voir un petit peu ce qui a été bien fait. Et voilà, quand je parle tout à l'heure, je parlais de Riyad, vous savez, le Riyad aujourd'hui, le patio, ce qu'on appelle l'atrium, ça n'existe pas que chez nous, ça existe déjà à l'époque romaine. Donc les Romains, enfin chez nous aussi, c'est une civilisation qui sont plus ou moins, je n'ai pas les dates précises au niveau de temporalité, mais c'est similaire. Et donc on se rendait compte effectivement de l'espace ouvert vers le ciel aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi une dimension certainement spirituelle par rapport à l'espace ouvert, parce qu'on voit vers le haut et donc vers l'au-delà. Et tout ça effectivement est à prendre en considération. Alors aujourd'hui, quand j'ai des gens qui créent ce qu'on appelle des puits de lumière à l'intérieur d'une maison, donc on me demande de rééditer un petit peu le patio, même quand il n'existe pas, quitte des fois à... Moi j'ai un client un jour qui était prêt à enlever une partie de la surface de son étage pour créer effectivement un puits de lumière, pas seulement pour avoir de la lumière, mais pour pouvoir avoir cette connexion avec le ciel. Donc oui, effectivement, alors il y a le travail effectivement du bois. Alors aujourd'hui il y a des tendances effectivement l'architecture qui font qu'on oublie tout ça. On a l'impression que ça ne peut pas vraiment se marier, mais avec une petite dose d'intelligence et de bonne volonté, on peut faire de petites merveilles. Et ça on le retrouve effectivement, alors ça c'est véhiculé beaucoup dans nos hôtels à nous, par exemple au Maroc, ce sont dans nos musées, et il est important de garder cet aspect des choses, parce que ça fait partie de notre identité, donc on peut très très bien faire un mix des deux, mais il faut le faire intelligemment effectivement, et pas juste faire ce qu'on appelle des petits greffons qui font un petit peu bâtard. Et c'est pour ça que je dis l'acte n'est pas gratuit en architecture, donc il faut trouver des solutions par rapport à ça, et ça contribue forcément au bien-être. Et je vous dirais aussi, par exemple, par rapport à nos parents ou nos anciens, quand vous injectez de l'architecture qui fait rappeler un petit peu à leur enfance, à leur vécu, forcément que ça leur parle différemment, ça va parler à toutes les générations. Voilà, donc ce sont des choix, et c'est là où l'architecte aussi est à l'écoute de ses clients pour apporter un bien-être par rapport à justement ce choix d'architecture. Je rebondis là-dessus parce que je me rappelle enfant justement entre la tradition de nos parents et la modernité actuelle. Tu vois, nos parents disaient Hadabit Diaf, il faut surtout pas le toucher, ou Hadal Marah Matalan, Hadal le salon. Non, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment une sacralité de l'espace. C'est une sacralité de l'espace. Et moi, ce que je trouve beau dans nos traditions marocaines, et ce qu'il faut intégrer aujourd'hui avec une touche de modernité, c'est la séparation l'extérieur ou l'intérieur. Moi, j'aimais beaucoup ces maisons-là qui, auparavant, ne donnaient pas l'impression du statut social de la personne. Tu sais, il y avait des grands murs. À l'intérieur, on ne connaissait pas la taille des espaces, des jardins, des patios, de l'marah, de tout ça, parce que le marah, le salon, la taille du salon indique un statut social. Au-delà des matériaux, après aujourd'hui des salons signés, etc. Mais auparavant, chez nos arrière-grands-parents, chez nos grands-parents, plus le marah kan kbir, plus qu'un istiqbal ou la convivialité ou bzaf nas, ça signifie quelque chose. Déjà, quand on peut recevoir chez soi, ça signifie quand même qu'on appartient à cette classe qui cultive un réseau, qui reçoit des invités. Mais ce que j'aimais aussi, c'est que dans les espaces privés, tu sais, il y avait comme vraiment une grande séparation. Ça permettait à la vie familiale de continuer. Ta vie de famille, ou tes rituels de famille, des fois des enfants, etc., ne sont pas perturbés par la réception des étrangers. Donc, il y a une nette séparation avec les étrangers qui peuvent rentrer dans des espaces, mais pas dans tous les espaces. Parce que justement... Ce qu'on appelle espace privé, semi-privé, public, si vous voulez, voilà, il y a des espaces qui sont la civilisation, c'est la distinction. C'est important. Et c'est important quand on dit de faire des frontières ou là de dresser un cadre, etc. Et moi, je trouvais ça beau avant, mais j'ai l'impression que ça se perd aujourd'hui. C'est vraiment cette nette distinction des espaces et cette sobriété d'extérieur. Parce que les espaces se réduisent. Nous sommes plus nombreux et effectivement, pour habiter nos villes, dans certains quartiers où il est plus pratique entre guillemets de vie par rapport au lieu de travail, le coût du foncier est ce qu'il est, étant ce qu'il est, il est difficile de procéder
à cette distinction. Et c'est simplement peut-être des contraintes du moment. C'est pas tant la volonté que la contrainte. Mais Peut-être. Oui. C'est une Non, c'est une piste. Ça participe aussi effectivement à un mode de vie, à une perception de la vie. Tu parlais des maisons, effectivement, des médinas à Fès, très introvertis. Ouais. Voilà, quelque part aussi on créait la magie. De l'extérieur, on ne pouvait pas deviner. Rien. Après, des petits messages des fois qui sont presque subliminés. Moi, récemment, j'ai vu quelque chose que j'ai découvert, que je trouvais extraordinaire. Dans les portes d'entrée de certains riad à Fès, vous avez les portes d'entrée en bois, vous avez les systèmes de clous, vous savez, les cloutés un petit peu en bronze. Et j'avais appris dans une émission, quelqu'un avait parlé de ça, que les nombres de clous donnaient le nombre de jeunes filles qui étaient encore à l'intérieur de la maison. Et en fonction de la position du clou, on savait s'il y avait encore des femmes qu'on pouvait demander en mariage ou pas. Donc il y avait toute une symbolique, qui était presque subliminale au niveau des portes. Et ça, c'est des choses. Langage non verbal. Voilà. Donc on passait, on savait si on pouvait toquer pour se renseigner ou pas. Donc il y a effectivement, il y a des petits aspects comme ça qui sont vraiment intéressants. Et voilà, ça participe aussi à la perception qu'on a des espaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Et on parle des intérieurs, on parle aussi des façades, une façade aussi d'une maison, d'un immeuble, a une signification, a une portée, parce qu'il y a, on véhicule des choses. Tout à l'heure, on parlait aussi d'architecture de ville. Et effectivement, vous avez ce qu'on appelle des architectures qui sont brutalistes, avec du béton brut. Il y a des civilisations, des régimes politiques qui ont voulu, à un moment donné, faire des bâtiments. On pense au communisme. Voilà, vous avez ça. Vous avez, à l'époque du nazisme, il y avait un architecte qui était très célèbre, qui s'appelait Albert Speers, qui a fait ce qu'on appelle, qui était chargé de véhiculer toute la force, la puissance d'un empire. Voilà, donc ces bâtiments pour certains, ont été détruits parce qu'il y a effectivement la guerre, mais à l'époque, c'était la volonté des autorités de montrer une puissance absolue. Et vous avez aussi des dirigeants qui sont comme ça. On appelle les architectes, les présidents bâtisseurs, qui bâtissent des éléments comme François Mitterrand en France, qui à l'époque de son règne a voulu faire le maximum de bâtiments qui allaient capter l'attention. La bibliothèque, nous avons la mosquée Hassan II. Il a fait la pyramide du Louvre, il a fait beaucoup de choses. Il voulait laisser son empreinte. Oui. On va se retrouver dans quelques instants parce que il est 11h28 et ce sera bientôt le moment d'écouter les actualités qui nous seront présentées par Karim Tourné. On reprendra notre émission des experts qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi. Ce matin, avec nos deux invités, nous sommes avec Mehdi Mihlou qui est délégué de compétences plus et qui est business coach, et nous sommes avec notre invité Mehdi Saoudi Hassani qui est architecte. Alors, je voudrais reprendre les travaux scientifiques qui démontrent les passerelles, les liens qui existent entre les lieux, les formes, les couleurs, les lumières et la psyché et l'humeur. On parlait des... Oui, mais tu disais depuis tout à l'heure l'humeur. J'avais envie juste, si tu me permets, Badr, en toute amitié, il n'y a pas que l'humeur. Vraiment, depuis Roger Barker, le psychologue environnemental, jusqu'à les travaux d'Eberhard sur les neurosciences appliquées à l'architecture, l'activité cérébrale, et pas que les humeurs, l'activité cérébrale est vraiment affectée et ils ont mesuré les impacts des espaces sur l'activité cérébrale. On voit aussi la relation aux traditions. On a cité l'exemple des riads, on a cité l'exemple des patios, on a cité les exemples d'avoir des espaces de convivialité où tout le monde se mélangeait, se retrouvait, etc. Avoir des espaces de recul dans ces chambres ou ces espaces-là. Donc, en fait, vraiment de tout temps, et ça fait vraiment, je crois, même depuis les années 50 ou même avant, que les gens s'intéressent à l'impact des espaces sur comment je me comporte aussi avec les gens, comment j'interagis, et c'est peut-être la femme, mais aussi comment je me retrouve, comment je me ressource, comment je m'ancre. Et il y a quelqu'un qui est très fascinant, mais elle a été inspirée par un peu, tu sais, il y a le monde occidental et le monde asiatique et le monde oriental. C'est pas les mêmes architectures, et les architectures traduisent des façons de penser et des façons ça traduit aussi une religiosité, une spiritualité. L'architecture hispano-mauresque, c'est pas l'architecture chinoise ou japonaise, c'est pas l'architecture américaine. Et il y avait Marie-Pierre Dinenseger qui a beaucoup écrit sur l'histoire de occuper son espace. Elle disait joliment, il faut faire de la place à sa maison. Et je trouvais ça très joli. C'est dans le sens, il faut faire place à son chez-soi, sachant qu'on
on avait fait une émission sur habiter son corps, qui est le premier habitat. Notre première maison, c'est notre corps. Et la façon dont on occupe notre corps et l'évolution de la façon dont on occupe notre corps, elle peut être des fois parallèle ou en tout cas mise en miroir avec la façon dont on occupe nos espaces. Déjà chez nous, je crois qu'on n'occupe pas tous nos espaces de la même façon. Il y en a qui rentrent directement dans leur chambre. Il y en a qui préfèrent s'asseoir dans leur salon, dans leur salle à manger avant d'aller sur leur terrasse. Il y en a leur pièce préférée, c'est la terrasse. Oui, il y en a, c'est la cuisine. Mais cette façon-là, je vous assure, au-delà d'avoir faim ou d'avoir soif, on se rapproche de midi. Mais on se rapproche de midi. Mais tu imagines le temps qu'on passe. J'invite juste les gens à se poser la question sur le temps qu'ils passent dans leurs espaces respectifs, leur pièce préférée de leur maison. Pourquoi c'est leur pièce préférée de leur maison? Est-ce que c'est une question de décoration ou là c'est un endroit où ils se sentent bien, en confiance, en sécurité? Et l'espace, il a une fonction d'être un lieu de recul, un lieu de ressourcement comme j'ai dit, mais aussi un lieu tremplin. Parce que quelque part, même dans les espaces, on peut rebondir, entre guillemets. Un lieu ne nous définit pas pour toujours. Je veux dire, c'est très important. Parce je l'ai dit un peu plus tôt, peut-être quand on était étudiant, on faisait pas trop attention, même jeune adulte et même à 40 ans. Il y avait une pièce qui concentrait l'essentiel des fonctions. Bien entendu. Mais tu vois, les recherches, en tout cas les écoles qui sont vraiment pensées pour favoriser la concentration des personnes, des cours de récréation dans certaines écoles suédoises et norvégiennes sont réfléchis pour réduire les conflits entre les enfants. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment on peut concevoir des classes, comment on peut concevoir des bibliothèques, comment on peut concevoir des hôpitaux, des cliniques pour favoriser, comment on peut concevoir des prisons. Et chaque lieu va être conçu pour stimuler la concentration ou la productivité. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis très contente parce que dans la PNL que j'ai étudiée longtemps, dans la programmation neurolinguistique, il y avait les recherches de Robert Dilts sur l'environnement. On parle des niveaux logiques de l'être humain. Et un être humain exprime ses valeurs, exprime son identité. La base, le socle des niveaux logiques, c'est l'environnement. Il l'exprime dans un environnement. Donc, si on veut analyser ou accompagner un individu, on est obligé de s'intéresser à son environnement dans lequel il vit et son environnement idéal quelque part, dans lequel il se sentira épanoui. Mais est-ce qu'il y a des projets qu'on retient sur lesquels on a investi peut-être, on s'est investi de façon un peu particulière ou un peu spéciale et qui ont pu correspondre à la volonté manifestée par un client? Je sais que des fois, un architecte, des fois est amené à construire une mosquée, il est amené à construire une gare, quelquefois il est amené à construire des lieux un peu particuliers dans lesquels il a investi un peu plus d'efforts où cette dimension-là des 5 sens ou du bien-être a été prise en compte. Elle est toujours prise en compte en fonction effectivement du projet, du programme qu'on a. On a toujours un programme quand on fait un projet. Et il faut lire aussi entre les lignes d'un programme. Et voilà, tout n'est pas effectivement exprimé ou dit. Et le rôle d'un architecte effectivement est de chercher à faire au mieux pour sublimer les espaces et créer des espaces cohérents et qui vont inciter les gens au bien-être. Que ce soit perçu ou non perçu. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des fois des espaces où on rentre, où on se sent extrêmement bien sans comprendre pourquoi. C'est comme des fois quand on écoute une musique. Voilà, vous êtes ému ou pas. Et voilà, donc quand on fait un projet, que ce soit une gare ou une mosquée, alors forcément les programmes sont très différents. On n'a pas la même finalité automatiquement, mais moi je dirais qu'au final c'est le bien-être. Voilà, donc qu'on soit dans une gare ou on parlait d'une prison, alors ça c'est aussi un débat, mais on doit quand même penser à l'être humain et à son psyché. Et on doit effectivement savoir comment se mouvoir dans l'espace. Une gare, on travaille beaucoup les liaisons, on parle beaucoup les cheminements, donc il faut savoir comment véhiculer la personne de l'entrée à l'extérieur. Un aéroport, vous savez qu'un aéroport en général c'est la première carte de visite d'un pays. Donc quand on fait un aéroport, quand un avion arrive, on a déjà une vue et puis on descend et donc on a déjà le premier impact qu'on a, c'est par rapport à ce qu'on va voir. Donc faire un aéroport qui va être parlant et accueillant et agréable, et donc il y a une dimension technique mais aussi esthétique et il y a une dimension symbolique. Donc tout cela collabore effectivement à une pensée en amont quand on fait un projet. Donc quel que soit le type de projet, il va falloir penser effectivement au bien-être. Et aujourd'hui, voilà, on en parle, et à la psychologie des personnes qui y travaillent et qui vont l'exploiter, qui vont y passer même de manière temporaire. Oui. Bon, Mehdi Mohamed, tu nous disais qu'on pouvait, disons, évoluer dans les lieux qu'on occupe. Et effectivement, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Alors, on
avoir une histoire aussi personnelle de ce point de vue. C'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr. Bien sûr. En fait, Marie-Pierre Dylan-Segar, parce que j'invite vraiment, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la notion d'ancrage dans les espaces. Elle disait que plus on était ancré, plus on pouvait se déployer. Et je trouvais ça magique. La métaphore, c'est l'arbre. Un arbre qui est bien enraciné va déployer ses branches et ses fruits et va se déployer. Les êtres humains sont pareils. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vois des maisons qui sont très fonctionnelles, très pragmatiques, très esthétiques, des fois qui ne ressemblent pas vraiment aux maisons marocaines classiques, mais peut-être à travers des touches de décoration, d'intérieur, de l'aménagement intérieur, etc., on retrouvera une part de nos traditions. En fait, une maison, ça raconte une histoire, l'histoire des individus qui l'habitent. Ça crée un sentiment de connexion avec le passé, ou de connexion avec son histoire, ou de connexion avec ses goûts, connexion avec ses passions. Mais quelque chose qui est sans histoire, j'ai presque l'impression qu'elle est sans âme. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a des maisons, on rentre, elles sont belles esthétiquement, mais tu ne sens absolument rien. Il n'y a pas d'âme là-dedans. Parce que tout un chacun ne s'est pas nécessairement investi dans cette dimension-là. On peut des fois omettre cet aspect-là de l'existence. C'est-à-dire que, le choix n'est jamais tout à fait anodin. Mais c'est pour ça que quelquefois, il y a cette dimension impersonnelle. Mais c'est pour ça que avec tout le respect que j'ai pour les designers d'intérieur, les architectes, etc., et les personnes, mais les personnes ne doivent pas confier, c'est-à-dire même si Mehdi ou d'autres architectes peuvent être excellentissimes dans les arts qu'ils font, mais quelque part, ils doivent mettre en musique et en vie l'identité des personnes qui vont habiter ces maisons-là, pour que les maisons ne soient pas impersonnelles, justement, parce que des fois tu rentres dans des lieux qui sont impersonnels, tu dis mais c'est bizarre, il manque un truc. Voilà, on se dit il manque un truc. Il manque une âme. Tout à l'heure, en introduction de l'émission, je disais que une architecture humaine, c'est pas uniquement l'architecture qui va accueillir des corps, mais qui doit accueillir des âmes. Exact. Voilà, donc on n'habite pas seulement des corps, mais il y a des âmes qui vont être à l'intérieur, et donc qui dit âme, dit émotion, dit sentiment, dit sensation, dit beaucoup de choses, et l'impact est très important. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que je dis que vraiment il y a cette interrelation, et on le voit, c'est-à-dire même chez nous, même dans nos maisons respectives. Et tu sais, quand les gens refont leur salon, refont leur design, ou peignent leurs murs, ou changent les tableaux, ou là ils n'ont jamais accroché des tableaux, ils accrochent des tableaux, ou là ils ont envie de garder des choses qui sont imparfaites chez elles. Des fois c'est des vieux souvenirs, des fois c'est ça raconte le rapport qu'on a, même avec la vie. Tu sais, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, j'invite à regarder justement ce qu'il met comme décoration, les tableaux, les murs, les matériaux. Ça raconte tout de l'individu. De dire qui tu es, vous le disiez en début d'émission. Alors l'émotion, c'est aussi la musique, et c'est l'heure de la faire. On entend entre 11h44 et on va se retrouver pour la suite et fin de notre émission dans quelques instants. Avec nos deux invités, et nous évoquons les liens, les passerelles qui existent entre les lieux, les façons de penser, l'architecture et son incidence sur notre psyché. Sur la démarche la plus optimale, entre guillemets, qui peut amener les uns et les autres au moment de l'acquisition, au moment de la construction. Il y a aussi ceux qui optent pour cette voie-là. Comment s'investir de sorte, effectivement, à ce que le résultat puisse correspondre aux objectifs qu'on a pu énoncer? Oui. Je prends la parole. Oui. Vas-y. Parce qu'on était sur le trait. Non, c'était pas une patate chaude. Non, du tout. Enfin, tu pourrais un petit peu plus développer, mais la question, mais d'après ce que je comprends, tu parlais tout à l'heure aussi du foncier qui devient cher, et on n'a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions. Alors effectivement, quand un client arrive et qu'il a pris un appartement ou alors un terrain en général, on va quand même, moi j'avais toujours des gens, quand on achète un terrain, qu'on a proposé d'acheter un terrain, de voir l'orientation du terrain. C'est très très important. L'orientation, bien sûr. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, parce qu'effectivement on parle de lumière, et il faut savoir comment le soleil se lève, comment il se couche, comment est-ce qu'il tourne, en fonction aussi de l'hiver, de l'été. Et un architecte qui doit concevoir un projet, il prend forcément cela en considération. Moi j'ai des clients des fois qui voulaient mettre leur chambre principale plein nord, et je leur disais c'est une aberration, il n'y aura pas de soleil, vous allez être un petit peu groggy, et ne pas vivre bien, je vous conseille. Et il peut nous arriver de refuser un projet par rapport à ça, parce que le client, on respecte ses désirata, mais en même temps on ne peut pas non plus laisser les gens partir à des choses qui
vraiment incohérent. Donc effectivement, on prend en considération l'orientation et voilà, quand on a la chance d'avoir effectivement un projet, on peut faire de la hauteur, on va exploiter cette hauteur, quitte à creuser, à faire ce qu'on appelle des hauteurs sous plafond beaucoup plus intéressantes, travailler sur ce qu'on appelle des différences de niveau et créer effectivement un espace de vie qui crée de l'émotion. Oui. Voilà. Il y a des personnes effectivement qui disons, au moment de manifester leur volonté, ont des principes. Mais comment faire en sorte que le suivi permettre, entre guillemets, que finalement le travail abouti corresponde à ses volontés de départ. Bon, on a travaillé avec un certain nombre, en tant qu'architecte, avec un certain nombre de clients et on a pu effectivement voir qu'il y avait peut-être des démarches du point de vue du client qui sont de nature à faire en sorte que le projet aboutisse conformément à ses désirs. Bien sûr, on apprend aussi de nos clients, effectivement. Voilà, c'est jamais un sens unique. On n'a pas la sens infuse non plus. Voilà, on est architecte effectivement, mais on apprend au gré des projets, des programmes. L'architecte n'est pas amené à faire tout type de projet peut-être dans sa vie, mais effectivement en termes de vécu, je le disais tout à l'heure hors antenne à Mariam, moi des fois quand j'ai des clients qui viennent, je fais carrément une petite fiche avec comment est-ce qu'on vit. On dit souvent dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tu es. Dis-moi comment tu vis et je te dirai comment je vais dessiner le projet. Effectivement, donc on doit forcément écouter les désirs du client, comment est-ce qu'il voit l'espace, comment il aime y vivre, et on essaie d'avoir une réponse cohérente par rapport à ça. Oui. Bon, Moulay Mohamed, tu nous parlais de la visualisation. Bon, c'est une démarche intéressante. Oui, mais je te disais que l'appartement, et c'est sincère, l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui ressemble étrangement, par beaucoup de points communs, à une visualisation que j'avais fait il y a une quinzaine d'années, vraiment 15 ans. J'étais à Montréal et à l'époque, je démarrais cette immersion dans ce monde fabuleux de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose. Et l'enseignante à l'époque nous disait visualisez quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Et moi, à l'époque, j'avais pas de maison, j'avais pas encore ma maison, entre guillemets, et je l'ai eu il y a à peine quelques années. Et je me disais, mais tiens, c'est vrai, à quoi ressemblerait mon cocon idéal? Mais ça, c'est vraiment l'état d'esprit de 2010 qui s'est matérialisé il y a quelques années. Et je voyais, par exemple, voilà, certaines couleurs, du blanc, du bleu, je voyais une connexion à la mer, je voyais certaines choses. Et c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, mais tu vois, c'est une démarche inconsciente. Mais j'ai laissé mon désir, entre guillemets, s'exprimer. Quelle est la maison idéale à mes yeux? Où est-ce que je me sentirais bien? Et quelque part, peut-être est-ce que j'ai orienté l'acquisition de cette maison en ce sens-là, je ne sais pas. Mais on l'a dit dans d'autres émissions, les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, etc., ont besoin de visualisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser émerger son intention et quand elle s'exprime de manière visuelle et symbolique à travers un mood board, parce que c'était un mood board, c'était un collage, j'ai coupé des photos, c'était pas que des mots. C'est intéressant. L'esprit humain aime bien aussi raisonner en paysage, raisonner en collage, en visuel. Ça aide à se situer dans l'espace et dans le temps et ça aide à organiser ses idées. Et ça a plus ou moins bien marché aujourd'hui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je dois faire une autre visualisation. Voilà. En sortant de l'émission. Non, en sortant de l'émission, effectivement, je ferai. Est-ce que ça peut être ça comme ça peut être autre chose? On ne sait pas. Mais c'est évolutif, tu nous disais. C'est très évolutif et ça doit être rassurant parce que vous n'êtes pas condamné à vivre dans les maisons où vous avez toujours vécu. Vous n'êtes pas condamné à vivre. C'est en fonction de quelque part votre rythme biologique, ce que vous avez envie de réparer dans votre psychologie, comment vous avez évolué dans votre vie, en couple ou séparé ou en famille avec des enfants ou sans enfants. Tout ça, ça va jouer un impact considérable sur la manière de construire son habitat. Mais j'ai l'impression que c'est sujet à débat. Mais je vais faire sauver Marie Mhlou, mais les femmes s'investissent davantage. N'importe quoi. C'est vrai, dans le choix, je disais qui choisit, qui décide à la fin. J'ai l'impression que... Moi, j'ai vu des hommes plus investis dans leur habitat que certaines femmes. Oui, mais bon, quand on parle des grands nombres, il y a la loi des grands nombres. Et il y a les minoritaires. Qui décide? Moi, j'ai même eu des enfants qui décidaient. Comme quoi? Voilà. Le monde va mal. Non. Donc je pense qu'effectivement, effectivement, là, cette tendance de croire, surtout quand je parle d'aménagement intérieur et de décoration, vous avez souvent les femmes qui veulent donner un peu plus d'idées, mais c'est pas lié, c'est pas l'université, des fois c'est juste une question d'emploi du temps, il y a des choses qui sont... Mais en termes, moi je pense que quand on construit effectivement un projet,
tout le monde est partie prenante. Mais c'est la raison pour laquelle on voit plus parce qu'il s'attend. Non, alors oui, mais justement c'est intéressant. Historiquement et intuitivement, l'homme est un chasseur et la femme construit l'intérieur. Et tu vois, il y a quelque chose dans le yin et le yang, il y a quelque chose dans l'intériorité. Merci. Oui, historiquement, ça ne veut pas dire les femmes doivent continuer à cultiver leur intérieur, mais aussi leur extérieur, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans des sociétés postmodernes où les femmes travaillent, mais pour l'équilibre humain, ça serait, j'allais te dire, stupide de s'enfermer soit dans une intériorité, soit dans une extériorité. Mais c'est vrai que quand on observe certains êtres humains, hommes ou femmes, s'ils sont souvent à l'extérieur et qu'ils n'investissent pas leur habitat, ça signale quelque chose. Ça signale malheureusement un mal-être. J'aurais dû... une fuite, quelque chose. J'aurais dû évoquer ce point-là à 11h30. Traditionnellement... Là, mais si tu veux, quand tu cultives déjà ton intériorité ou ton espace intérieur, c'est que quelque part aussi, il le disait, il y a quelque chose dans l'introspection, il y a quelque chose dans l'introspection, il y a quelque chose dans le crâne. Si tu vois que les gens rentrent systématiquement chez eux à 22h ou là à 23h, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut se poser une question. Il faut se poser des questions. Bon, mais c'est pas le moment pour nous de nous en poser. Ce sera une autre émission. Pour d'autres émissions. Alors, je vous remercie tous deux pour cet échange. L'heure est aux actualités. Nous serons présentés dans quelques instants par Kamal Sal et on se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts.